Mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants également, je vous souhaite la cordiale bienvenue à cette séance d'échange pour parler de l'anatomie pathologique, à quoi ça sert dans la pratique médicale et ce que nous faisons en tant que, enfin, sur la chaîne de prise en charge de nos patients. Comme intitulé déjà dans le titre, c'est la place de l'anatomopathologie dans la prise en charge des patients. Je suis le professeur Amebor Kofi, médecin pathologiste, enseignant-chercheur à la faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé, praticien au CHU Sylvanus Olympio de Lomé. Ma présentation va suivre le plan que voici. Alors, l'anatomopathologie est une spécialité médicale qui joue un rôle critique, comme vous l'avez dit dans l'introduction, dans la pratique médicale en guidant les décisions cliniques en rapport avec le diagnostic et le traitement de nos patients. C'est un outil également essentiel dans les programmes de dépistage, de prévention et de surveillance des maladies et qui va contribuer à une meilleure santé de la population. Dans la pratique, on dira anatomopathologie pour désigner la spécialité, anatomocytopathologie, histopathologie, anapath, anatomie et cytologie pathologique, on va abréger ACP. Donc, tout au long de la présentation, j'utiliserai indifféremment anapath ou ACP pour désigner l'anatomie pathologique ou l'anatomie et cytologie pathologique. Le premier chapitre consacré aux généralités, c'est pour parler un peu de ce que c'est que l'anatomopathologie avant de revenir sur le rôle qu'elle joue. Alors, la définition, c'est une discipline médicale qui va étudier l'effet des maladies sur l'organisme chez le sujet vivant ou décédé. Donc là, on part sur deux points, aussi bien chez le vivant, mais aussi après le décès, l'anatomopathologiste va intervenir pour approfondir les causes du décès. Donc, le pathologiste est un médecin qui va se servir d'un microscope, tout comme le chirurgien est un médecin qui se sert d'un bistouri, comme disait Schiller. Comment devient-on un anatomopathologiste? On est d'abord médecin généraliste, puis on fera une spécialisation en 4 années, voire 5 ans selon la région. Donc, l'anatomopathologiste est un médecin avant tout. Alors, le diagnostic anatomopathologique est le résultat d'une démarche anatomo-clinique. Ce n'est pas un acte automatique, contrairement à la biologie, où on utilise les automates pour générer des données, des chiffres qu'on va interpréter. Ici, c'est un peu différent. C'est le médecin qui va jouer le rôle le plus important dans la chaîne pour apporter son diagnostic. Donc, les bases du diagnostic vont reposer sur l'analyse d'images macroscopiques, donc à l'œil nu, puis au microscope, les différents échantillons qui seront communiqués aux pathologistes, donc au laboratoire d'anatomie pathologique. Donc, l'expertise du pathologiste sera d'une importance capitale. Aussi, étant donné que ce n'est pas un acte automatique, la qualité des données cliniques fournies par le demandeur d'examen anatomo-pathologique est donc importante. L'anatomopathologiste va agir le plus souvent au bout d'une séquence médicale. Il y a le clinicien qui va voir le patient, qui va demander parfois des examens de biologie ou d'imagerie médicale, et c'est peut-être un peu plus tard
qu'un prélèvement sera réalisé pour avoir le diagnostic définitif et orienter le traitement. Donc, c'est important d'avoir tous les éléments essentiels du dossier médical pour pouvoir fournir un meilleur diagnostic. Il y a plusieurs types d'examens qui vont concerner le domaine de l'anatomocytologie pathologique. Il y a d'abord les examens de routine, notamment les examens de cytopathologie et les examens d'histopathologie. Nous revenons en détail sur ces différents examens. Et puis, il y a les examens spéciaux, on peut dire notamment l'examen extemporané, l'étude histochimique, on va parler de coloration spéciale, puis l'immunohistochimie, qui est un examen aujourd'hui incontournable en pratique anatomopathologique. D'autres examens également pour pousser, c'est la biologie moléculaire, mais également l'autopsie scientifique qui fait partie des activités d'un laboratoire d'anatomopathologie. Le matériel d'étude que vous allez nous adresser pour examiner au laboratoire, nous aurons essentiellement deux types. Il y aura le prélèvement cytologique. Là, il s'agira de cellules isolées de leur contexte tissulaire, puisque la cellule ne sera pas seule dans l'organisme, mais s'organise pour former des tissus. Mais ici, on va prélever les cellules isolées de leur contexte pour examiner leur aspect. Donc, ces prélèvements cytologiques peuvent s'obtenir soit par frottis, donc par raclage d'un organe. L'exemple, c'est le frottis du col utérin dans le cas du dépistage. On peut également obtenir des prélèvements cytologiques par aspiration bronchique, par exemple, par ponction d'un liquide acide ou liquide pleural, également par ponction d'une masse ou d'une tumeur. Il y a la cytoponction thyroïdienne, ganglionnaire ou mammaire, ou également les lésions musculaires qu'on peut réaliser. Dans cette cytologie, peut se faire à l'aveugle ou sous le contrôle échographique. Donc ici, on peut voir la réalisation d'une cytofonction thyroïdienne éco-guidée. Ici, les techniques de réalisation de frottis sur lesquelles nous n'allons pas étaler ici. En dehors des prélèvements cytologiques, nous avons également les prélèvements histologiques, donc prélèvements de tissus. Et nous avons trois types de prélèvements histologiques. Le premier type de prélèvement, c'est la biopsie. La biopsie qui est un prélèvement d'un fragment de tissu effectué sur un être vivant en vue de porter un diagnostic ou dans le but d'une étude anatomopathologique. Cette biopsie également peut se faire soit à l'œil nu, soit d'une intervention chirurgicale ou encore sous le contrôle endoscopique. Donc, lors d'une endoscopie, on peut réaliser des biopsies pour adresser au laboratoire d'anatomopathologie. Donc, le geste de réaliser ce prélèvement, c'est faire une biopsie, mais le fragment lui-même aussi sera appelé un prélèvement biopsique. Donc, parfois, la biopsie peut intéresser la totalité de la lésion. Là, on va parler d'une biopsie exérèse. Donc, c'est une biopsie qui va emporter toute la lésion, du moins macroscopiquement, en vue d'en assurer une cure radicale. Et donc, l'examen anatomopathologique va dire si la lésion est effectivement retirée en entier. Le deuxième type de prélèvement histologique, c'est la pièce opératoire. Comme son nom l'indique, c'est un prélèvement qui sera obtenu au cours d'une intervention chirurgicale. Et il s'agira d'un organe qui sera retiré en totalité ou partiellement. Donc, exérèse chirurgicale partielle ou complète
d'un ou de plusieurs organes, mais obtenus au cours d'une intervention chirurgicale. Et ici, on dit toute pièce opératoire retirée sur un être vivant doit être examinée au laboratoire. C'est une raison médico-légale. Vous n'allez pas faire une intervention, retirer une pièce et vous mesurez que c'est une lésion banale et jeter la pièce ou détruire la pièce. Demain, ça peut se retourner contre vous. Donc, faites toujours examiner toute pièce opératoire dans un laboratoire d'anatomopathologie pour s'assurer que ce n'est rien de grave comme vous l'avez, vous avez la présomption. Donc, le but ici, c'est de faire le diagnostic de la maladie, notamment en pathologie cancéreuse, et de donner les critères histopronostiques. La biopsie que nous avons faite, c'est juste pour voir le type histologique de la lésion. Maintenant, la pièce opératoire, son rôle, c'est de réséquer en entier la lésion. Donc, le but de l'examen d'une pièce opératoire, c'est de voir, c'est d'abord confirmer la lésion observée sur la biopsie, mais également donner des éléments topographiques, voir est-ce que les limites d'exérèse sont passées en zone saine, la profondeur, la taille générale de la lésion vont être évaluées sur la pièce opératoire. Ce qu'on ne veut pas faire sur biopsie, la biopsie, c'est uniquement pour porter le diagnostic. Et la pièce opératoire nous permettra d'aller encore un peu plus loin, voir les dimensions de la lésion, voir si les limites d'exérèse sont celles, donc si la lésion a été enlevée en totalité ou pas. Le troisième type de prélèvement histologique concerne ce qui va se réaliser sur le cadavre. Donc, il s'agit de prélèvement autopsique. Alors, il y a plusieurs types d'autopsie. L'autopsie médico-légale réalisée par le médecin légiste et l'autopsie médicale ou scientifique réalisée par l'anatomopathologiste. Et donc, ça permettra de faire un bilan définitif des lésions. L'autopsie scientifique sera faite sur la demande du médecin traitant, mais également dans l'intérêt de la famille qui veut savoir ce qui n'a pas marché dans les soins de leur frère qui est décédé. Donc, l'autopsie, c'est de voir de ses propres yeux. Et c'est pour ça, Bichat, qui était un anatomiste et physiologiste médecin français, disait, ouvrez quelques cadavres et vous verrez aussitôt disparaître l'obscurité que la seule observation n'avait pu dissiper. Donc, l'autopsie permettra de faire un bilan plus complet. On va ouvrir le cadavre, prélever, d'abord observer les organes macroscopiquement, faire des prélèvements au besoin pour des études microscopiques, mais parfois on peut se limiter à l'examen macroscopique. Tout dépend de ce que l'on recherche. Et en dehors de la microscopie, on peut aller plus loin, faire d'autres examens complémentaires, notamment des examens bactériologiques, de toxicologie ou même génétique. Tout dépend de ce que l'on recherche. Donc, ce sont les trois types de prélèvements histologiques que nous avons dans la biopsie, prélèvement de petite taille pour juste porter le diagnostic, la pièce opératoire pour évaluer l'extension de la lésion et les prélèvements autopsiques pour faire un bilan définitif de toutes les lésions. D'autres techniques qu'on peut utiliser dans un laboratoire, c'est l'examen extemporané qui doit être réalisé en urgence. C'est un examen qui sera fait au cours d'une intervention chirurgicale et le résultat va déterminer la suite donc de l'intervention. Au cours de l'intervention, le chirurgien va prélever un petit fragment qu'il va envoyer au laboratoire. Ce prélèvement sera techniqué à l'aide d'un appareil qu'on va appeler un cryostat ou un cryomicrotum. Donc, on va couper et regarder rapidement, au bout d'une trentaine de minutes, on a
le résultat, au moins une orientation, et ça permettra aux chirurgiens de voir ou comment orienter sa lésion, notamment pour évaluer les marges d'une exérèse, pour savoir est-ce que je suis en zone saine ou en zone tumorale. L'examen extemporané peut être utilisé dans ce contexte. Également, l'examen du ganglion sentinelle dans les cancers du sein. Donc, au cours de l'intervention, le ganglion sentinelle, qui est le premier ganglion envahi par le cancer, sera prélevé en extemporané. Et donc, on l'examine. Si on dit que ce ganglion est sain, donc on se dit que les autres ganglions derrière ne sont pas sains. Donc, le chirurgien va dire que je ne réalise pas de curage axillaire parce que chaque curage axillaire réalisé a ses conséquences. Donc, l'examen extemporané permet au chirurgien de savoir orienter la suite de son intervention. Alors, une fois que ces échantillons sont prélevés, il faut les conserver à la température ambiante. Les tissus vont se nécroser ou se dessécher ou encore pourrir. Donc, il faut fixer ces prélèvements-là. Et donc, le but de la fixation, c'est d'empêcher l'autolyse et la pullulation bactérienne, maintenir les structures dans un état aussi proche de l'état vivant et d'empêcher aussi la fuite des molécules dans les solvants. La fixation ne sera pas la même chose pour les prélèvements cytologiques que pour les prélèvements histologiques. Pour les prélèvements cytologiques, la technique de fixation va déterminer la coloration qui sera réalisée un peu plus tard. Pour les cellules recueillies directement et étalées sur l'âme, comme le cas des frottis cervicaux utérins, les appositions, on va appliquer directement les prélèvements sur la lame qu'on va sécher, qu'on va fixer soit à l'air libre par séchage ou encore avec des lacs fixatrices. C'est ce qu'on fait habituellement avec les frottis cervicaux utérins conventionnels où on recueille les, les prélèvements sur la lame et on fixe soit à l'air libre, soit avec des lacs à cheveux qu'on retrouve un peu partout. Pour les liquides qui seront recueillis, liquides, j'entends par là le LCR, les urines, les épanchements pleuraux ou péritonéaux ou des ponctions de kyste, ces liquides doivent être recueillis dans des tubes ou flacons secs, hermétiquement fermés. Et il faut une quantité suffisante pour pouvoir faire le travail. Donc, au moins 3 millilitres de liquide. Et donc, une fois au labo, nous allons apprécier l'aspect, le volume et procéder au traitement de cet échantillon cytologique qui est parvenu. Mais il faut envoyer très rapidement ces prélèvements liquidiens-là rapidement au laboratoire. Dans l'impossibilité d'envoyer immédiatement le prélèvement au laboratoire, c'est de le conserver au frais à une température de 4 degrés et l'envoyer au laboratoire dès que possible. S'il s'agit de liquide, nous allons réaliser une cytocentrifugation, une centrifugation pour recueillir les cellules sous forme de culots sur la lame, qu'on voit ici, et c'est ce qui sera coloré et observé au microscope. Pour le prélèvement histologique, la fixation va se faire par du formol, uniquement le formol dilué à 10%. On peut trouver ce formol qui est déjà dilué, prêt à l'emploi à 10%, ou encore du formol concentré à 40%. Si c'est du formol 40% que vous avez, vous devez le diluer en utilisant un volume de formol plus 9 volumes d'eau pour avoir le formol dilué à 10%. On peut utiliser l'eau distillée ou l'eau de robinet tout simplement. Ce n'est pas la peine de mettre le prélèvement fixé
dans le réfrigérateur, ça n'a qu'un intérêt. Éviter d'utiliser le sérum physiologique comme fixateur, ce n'en est pas un. Encore moins l'alcool comme fixateur, ça détruit au contraire la pièce. Donc, le fixateur, le seul fixateur qui permet beaucoup d'autres analyses derrière, c'est le formol dilué à 10%. Alors, comment fixer les prélèvements? Il faut une quantité suffisante de formol. On dit 5 à 10 fois le volume de la pièce. Et donc, il faut mettre la pièce dans un bocal avec ouverture large comme on voit ici ou ici. Éviter de les mettre dans des bouteilles de silo ou de bétadine parce qu'après pour retirer, c'est compliqué. Ça va déformer la pièce. Donc, les prélèvements dans des flacons, il y a des flacons déjà préconçus avec du formol dedans qu'il y a dans certains hôpitaux que vous pouvez utiliser. Mais à défaut, cherchez un flacon à ouverture large adapté pour bien conserver la pièce. Pour une meilleure fixation, certains prélèvements arrivés au laboratoire, nous allons ouvrir les organes creux ou encore pratiquer des tranches de section pour les organes pleins pour favoriser une meilleure fixation. On aurait souhaité que cette partie soit faite par le préleveur, mais souvent laisser la pièce, envoyer la pièce telle qu'elle au laboratoire, nous allons nous en occuper. Parce que le plus souvent, quand on demande, c'est que la pièce va arriver déchiquetée, coupée dans tous les sens, qui ne favorise pas un examen minutieux de cette pièce. Donc, envoyer la pièce telle qu'elle au laboratoire, nous allons nous occuper de l'ouvrir ou encore de réaliser des tranches de section pour la fixation. Le plus important, c'est de mettre la pièce dans un grand bocal et d'ajouter suffisamment de formol. Alors, la première étape de l'étude au laboratoire, c'est l'examen macroscopique qui est réalisé par un médecin anatomopathologiste assisté par un technicien en anatomopathologie. Donc, au laboratoire, le médecin va faire quoi? Il va d'abord identifier la pièce, voir est-ce que la pièce correspond aux informations renseignées sur le bulletin de demande d'examen. Donc, c'est l'identification de la pièce. Orienter la pièce dans les trois plans, mesurer, réaliser des tranches de section, peser, peser avant de réaliser les tranches, bien évidemment, décrire les lésions macroscopiques. Donc, les lésions observées à l'œil nu seront décrites. Donc, ici, on voit une lésion ulcéro-bourgeonnant d'aspect nécrotico-hémorragique, on voit ici sur une muqueuse colique. Donc, c'est l'examen macroscopique qui sera réalisé par l'anatomopathologiste. Ça ne se fait pas par le technicien seul, mais le technicien va assister le médecin pour faire ce travail. Donc, au cours de l'examen macroscopique, des photos peuvent être prises, puis des prélèvements seront réalisés pour la suite de la technique. Donc, les prélèvements vont porter aussi bien sur la lésion, sur la zone apparemment saine, mais également à cheval entre la zone saine et la zone tumorale. Donc, sont, selon le type de pièce et le type de lésion soupçonnée, le prélèvement sera fait en fonction. Et c'est pour ça que c'est fait par un médecin anatomopathologiste. Alors, une fois que les prélèvements sont réalisés et mis dans des bassettes, le reste de la technique va passer par le tomate de déshydratation, après la convection des blocs de paraffine, la coupe au microtour. Cette partie est assurée par le technicien en anatomopathologie. Une fois la coupe réalisée, la seconde étape, c'est la coloration. Et la coloration de base, c'est alématine, éosine, safran ou alématine, éosine. On peut faire des colorations spéciales selon les cas.
On peut faire le GMSA modifié pour rechercher, par exemple, Helicobacter pylori, le PAS pour rechercher une mycosécrétion, le Gomori, brocote pour rechercher des champignons ou certaines mycobactéries, etc. Donc, selon la technique ou selon la maladie soupçonnée, on va réaliser des colorations spéciales en complément à la coloration standard qui se fait automatiquement sur tous les prélèvements. Donc, après ces étapes-là, cette coloration peut se faire de façon manuelle ou encore de façon automatisée à partir d'appareils dédiés. À la suite, on a les lames et ce sont ces lames-là qui seront adressées au médecin encore qui a réalisé l'examen macroscopique. Maintenant, c'est l'examen microscopique. Alors, l'autre technique également qu'on peut réaliser, c'est l'étude immunohistochimique. Et cette étude-là consiste à mettre en évidence des constituants tissulaires et cellulaires ayant des propriétés antigéniques à partir d'anticorps spécifiques. Il s'agira d'une réaction antigène-anticorps. Les antigènes sont dans les tissus et donc on va apporter l'anticorps et la réaction antigène-anticorps va être révélée par d'autres substrats qui vont permettre de voir cette réaction-là sous forme de coloration. Donc ici, on a vu un marquage par l'anticorps anti-cytokératine qui marque les cellules épithéliales ici. Donc, c'est une technique importante et incontournable aujourd'hui en pratique anatomo-pathologique. Et après, une fois que la main prête, le médecin, il est content, il pourra lire sa lame parce qu'il sait que la technique est bien faite. Il a de belles lames et l'observation va se faire au microscope optique en utilisant des objectifs différents aux 4, 10, 25, 40 et 100 selon la lésion. On peut également faire de la polarisation et également prendre des photos. Donc, on peut prendre des photos macroscopiques, mais également des photos microscopiques, des microphotographies pour les besoins. Le clinicien peut dire, ah, pour ce patient, j'aimerais avoir les images. C'est votre droit, vous pouvez demander et on vous en fournira. Donc, c'est ce que nous faisons au laboratoire pour vous aider. Là, cette aide-là, ça consiste à quoi? C'est le but de l'anatomopathologie. Le premier but, c'est un but diagnostique, puis pronostic, un but également théranostique, mais également épidémiologique. Si nous considérons le but diagnostique, l'anatomopathologie va permettre d'élaborer le diagnostic par la démarche anatomo-clinique. Donc, à partir de l'échantillon communiqué au laboratoire, le pathologiste fera une analyse et une description des lésions macroscopiques et microscopiques. Il va ensuite intégrer ces observations morphologiques, c'est-à-dire macroscopiques et microscopiques, avec les renseignements cliniques fournis. Et en conclusion, vous établir un diagnostic. Et ce diagnostic peut être certain, il s'agit de telle maladie, point. Ou parfois vous formulez des hypothèses et dire qu'il faut soit faire d'autres examens complémentaires pour aboutir au diagnostic précis ou encore corréler aux données de la clinique et des autres examens. En pathologie tumorale, on pourra vous dire qu'il s'agit d'une lésion, d'une tumeur bénigne ou d'une tumeur maligne. La prise en charge des deux n'étant pas la même chose. En pathologie inflammatoire, on pourra rechercher, par exemple, l'étiologie d'une gastrite, par exemple, en vous disant qu'il y a de l'hélicobacter pylori qui est incriminé, qui est à la base de cette gastrite. Le degré d'activité, donc c'est autant d'éléments que l'anatomopathologie peut faire pour vous donner un diagnostic.
une adénopathie cérébrale, donc un ganglion au niveau du cou qui sera prélevé. Le clinicien se demande, est-ce que c'est une tuberculose? Est-ce que c'est un cancer ou c'est un truc banal? Donc, l'anatomopathologiste va orienter le médecin qui a prélevé ce ganglion pour lui dire, ah, il s'agit d'une adénite réactionnelle banale, il s'agit d'un lymphome, il s'agit d'une tuberculose ou autre maladie, voilà, donc, ou d'une métastase. Donc, l'anatomopathologie permet de poser le diagnostic. Le deuxième rôle que joue l'anatomopathologie, c'est un rôle pronostic. Donc, c'est d'apporter des éléments utiles pour préciser le pronostic, en particulier dans le domaine de la pathologie tumorale maligne. Donc, en cas de cancer, l'anatomopathologiste va apporter des éléments, notamment les critères histopronostiques, en parlant de la différenciation, faire les classifications PNM, notamment voir quelle est la taille de la lésion ou bien son infiltration au niveau d'une paroi digestive, par exemple. Voir est-ce que les ganglions régionaux sont atteints et s'il y a des organes qui sont envahis par ce cancer. Les limites d'exérèse, est-ce que c'est satisfaisant ou on est en pleine tumeur? L'anatomopathologie va également évaluer le grade, par exemple, histopronostic dans les cancers du sein, le grade de Nottingham ou l'ancien SBS, Bloom et Richardson, le grade de Gleason dans le score de Gleason ou le grade ISUP dans les cancers de la prostate. Donc, pour chaque pathologie, pour chaque organe donné, il y a les grades isopronostiques qui sont dédiés et en fonction du grade ou du score que présente ce patient, le médecin pourra orienter son traitement. Le score de métavir, par exemple, dans les hépatites chroniques, les classifications de Sydney ou Olga-Olgin pour les gastrites chroniques. C'est autant d'éléments qu'on peut utiliser. Le but, théranostiques, ça veut dire thérapeutique et pronostic. Donc, c'est les deux termes combinés qui donnent donc théranostiques. Donc, ici, il s'agit de déterminer les caractères phénotypiques et moléculaires qui vont permettre le choix thérapeutique adapté. Et ça se fera le plus souvent en immunohistochimie ou en biologie moléculaire. Des exemples tout simples. Dans le cas de lymphome, lorsqu'on dit qu'il s'agit d'un lymphome B, le clinicien saura que le traitement sera les anti-CD20, les médicaments donc à base de anti-CD20. Il s'agit de tumeurs stromales gastro-intestinaux, les GIS, comme on les appelle, qui vont exprimer le CD117. Le médicament, le traitement se fera à base des anti-CD117. Les cancers du sein HER2 positifs vont bénéficier d'un traitement par Herceptine, donc anti-HER2. Cancer du sein hormonosensible, donc luminal A, va bénéficier d'un traitement par hormonothérapie. Ce but thérapeutique, c'est également évaluer l'effet bénéfique ou non des thérapeutiques. Donc, on a fait une chimiothérapie néoadjuvante et après, on réalise une mastectomie. L'anatomopathologie va voir est-ce que la chimiothérapie néoadjuvante a marché ou pas. Donc, on va réaliser une classification de Satalov, par exemple, pour les cancers du sein. Donc, classification de Satalov, de Chevalier, pour voir l'effet du traitement. Est-ce que le traitement a marché? Est-ce qu'il y a encore des cellules cancéreuses qui sont viables? Est-ce que le traitement n'a rien fait du tout? Au contraire, les cellules cancéreuses se sont également renforcées. On va également évaluer
les ganglions, est-ce que le traitement a agi sur les ganglions ou pas. Voilà, donc, c'est également un rôle dédié à l'anatomopathologie. Dans les cancers du rein de l'enfant, après une chimiothérapie, on va faire une néphrectomie et l'anatomopathologiste va évaluer l'effet du traitement, le pourcentage de nécrose, un certain nombre d'éléments pour faire des classifications selon la SIOP. Le but épidémiologique et de recherche également est dévolu à l'anatomopathologie. En effet, l'anapath va générer des données qui vont être utilisées pour des décisions souvent politiques parce que on verra les fréquences des maladies, les types histologiques des maladies, les répartitions selon le sexe et l'âge. On verra que dans ce pays, c'est le cancer du sein qui prédomine, ou plutôt le cancer du col de l'utérus. C'est à partir des données générées par les laboratoires d'anatomopathologie qu'on pourra avoir ces éléments. Et donc, en fonction des cancers qui prédominent, on pourra orienter les politiques de santé publique. Et ces politiques peuvent inclure les dépistages des cancers les plus fréquents dans nos contrées. C'est le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus chez la femme et le cancer de la prostate chez l'homme. Aussi, l'anatomopathologie va être impliquée dans les protocoles de recherche, voir l'efficacité des nouveaux traitements, effets secondaires éventuellement de ces thérapeutiques. Et donc, il faut une collaboration étroite entre pathologistes et cliniciens pour qu'on puisse réaliser tous ces effets, tous ces buts de l'anatomopathologique là. Il faut qu'il y ait une collaboration étroite entre nous et vous. Parce que le clinicien, lui, c'est quoi? Il va voir le malade, il va l'examiner, demander des examens de biologie, d'imagerie, d'endoscopie. Donc, il a le malade en face de lui, le clinicien. Mais nous, pathologistes, notre malade, c'est le, la lame que nous obtenons. Donc, c'est le prélèvement communiqué avec le bulletin de demande d'analyse, les examens morphologiques, donc macroscopie, microscopie, immunohistochimie et biologie moléculaire éventuellement. C'est ce que nous allons utiliser pour sortir nos impressions sur ce cas présenté. Donc, le clinicien, lui a le malade en face de lui, mais nous avons notre microscope en face de nous. Et donc, ce que nous pouvons avoir du patient, c'est le bulletin de demande d'examen qui doit être donc de bonne qualité et des prélèvements également de bonne qualité. Ce que vous attendez de nous, c'est un résultat de bonne qualité, bien évidemment, et ce résultat doit être exact, il doit être sécurisé pour le patient, il doit être complet, et ce que vous voulez surtout, c'est d'obtenir le résultat très rapidement. Sauf que un examen anatomopathologique, c'est pas comme la biologie. On va arriver dessus un peu plus loin. Et donc, il y a des délais incompressibles. Le résultat doit être exact et sécurisé pour le patient. Parce qu'un faux résultat, bien évidemment, va entraîner un faux traitement. Et un faux traitement, ça peut, non seulement ça ne sera pas efficace, mais ça peut causer d'autres ennuis pour le malade. Donc, le résultat exact, sécurisé, complet et rapide permet donc une prise en charge thérapeutique optimale du patient. Et ce résultat-là est un document écrit, diagnostic, signé par un médecin anatomopathologiste. Ce n'est pas signé par le technicien ni par un autre spécialiste. C'est pas comme dans les autres spécialités de la biologie
La signature peut être déléguée à un technicien de laboratoire de biologie médicale. Mais ici, le diagnostic anatomo-pathologique, le compte rendu est signé exclusivement par le médecin anatomo-pathologique. C'est un document écrit diagnostic qui est descriptif, va décrire les observations macroscopiques, les observations microscopiques, puis à la fin sortir une conclusion. Et nous avons dit que la conclusion peut être un résultat certain ou des hypothèses diagnostiques. C'est un lien diagnostique fourni par la NAPAT entre le malade et le clinicien. Donc, on a le malade, le médecin, et puis le compte rendu qui est un lien entre les deux entités. Et donc, le compte rendu anatomopathologique occupe souvent une place capitale dans le dossier médical, aussi bien pour le bilan, le traitement et la surveillance. Quelques idées reçues sur l'anatomopathologie qui ne sont pas toujours vraies. L'anapathie n'est pas la biologie. Bien évidemment, c'est une science fondamentale, mais ce n'est pas de la biologie. Donc, un anatomopathologiste n'est pas un biologiste dans stricto sensu. Dans le sens strict, le biologiste, un anatomopathologiste n'est pas un biologiste, sauf s'il a fait le DS de biologie pour ajouter à son diplôme d'anatomopathologie. Le pathologiste n'est pas un magicien à côté de son microscope. Donc, nous ne pouvons pas deviner ce que vous ne nous dites pas. C'est vous qui avez vu, c'est le clinicien qui voit le malade, qui l'interroge, qui l'examine. Donc, tout ce que nous avons, c'est le petit bulletin d'analyse. Et donc, si les renseignements fournis ne sont pas suffisants, ça peut nous limiter dans notre démarche diagnostique. On ne peut pas deviner. Le pathologiste n'est pas un Dieu omniprésent, donc il peut se tromper. Il peut se tromper, l'erreur étant humaine. Errare humanum est. Donc l'erreur est humaine. Il peut se tromper tout court, se tromper. Mais il peut également se tromper, surtout lorsqu'il n'a pas eu les renseignements cliniques adéquats. C'est là tous les renseignements, donc vous minimisez les risques d'erreur au niveau du pathologiste. Dans la qualité du diagnostic et le délai du rendu de résultats sont directement proportionnels à la qualité des informations et des prélèvements transmis. Donc, il faut des prélèvements de bonne qualité et des informations fournies également de bonne qualité. Ça permettra aux pathologistes d'avoir un diagnostic rapide et surtout de bonne qualité. Parce que le diagnostic anatomo-pathologique va se baser sur la démarche, la corrélation anatomo-clinique, confronter les observations morphologiques aux données de la clinique et de l'imagerie. Alors, parfois, un exemple banal, biopsie gastrique, les renseignements fournis, biopsie gastrique, aspect endoscopique normal, notion de carcinome des cellules indépendantes sur les biopsies antérieures. Donc, après 2 semaines, l'anatomopathologiste confirme carcinome à cellules indépendantes intramuqueuses. C'est-à-dire qu'on voit des cellules qui ont l'aspect de bac à chaton, donc ce sont des cellules arrondies avec un noyau parfois excentré, qu'on retrouve au niveau de la muqueuse. Donc, on voit ces cellules-là au niveau de la muqueuse. Donc, le diagnostic carcinome à cellules indépendantes intramuqueuses. Et peut-être le pathologiste s'est basé sur les renseignements fournis sur biopsie gastrique, aspect endoscopique normal, et si on a ce carcinome à cellules indépendantes, c'est intramuqueux. Après, les renseignements secondairement ont été fournis après que le compte rendu initial soit fourni.
Là, on dit, ah, si je pensais là, il y a, au fait, un antécédent de carcinome du sein traité il y a 3 ans avec des métastases osseuses. Ah, là, il faut revoir les lames. On revoit les lames en réalisant des immunos. On voit qu'il s'agissait en fait de la métastase d'un carcinome lobulaire qui avait envahi la paroi gastrique. Donc, il faut donner toutes les informations que vous avez d'un seul coup. Ça permet de gagner en temps. Alors, on dit que les cliniciens, ils donnent un peu d'informations pour voir si le pathologiste, s'il est fort ou s'il n'est pas fort. Vous n'avez pas besoin de voir si nous sommes forts ou pas. Mais ce dont vous avez besoin, c'est que nous vous fournissons de bons résultats pour un meilleur traitement de vos patients. Pour voir si on est fort ou si on est faible, c'est sur le banc qu'on l'avait démontré. Donc, voilà, il faut essayer de donner toutes les informations possibles. Un deuxième cas sur lequel je vais passer, en temps. Donc, le bulletin d'examen doit être très complet, très ouvert et avec toutes les informations. Un bulletin ici simple, l'hôpital, le service, le nom du malade, son prénom, son sexe, sa date de naissance ou à défaut l'âge, son ethnie, sa profession. Parce qu'il y a des pathologies qui sont liées à la profession. Le diagnostic. Écrivez tout ce que vous pouvez, vous pensez que c'est important. Écrivez, même si une phase du bulletin ne suffit pas, écrivez au dos. Il y a souvent les collègues dermatos et ils décrivent tout ce qu'ils voient et c'est l'occasion de les remercier de cette collaboration parce qu'ils décrivent tout ce qu'ils voient comme lésion et c'est très important pour nous. Donc, type de prélèvement, si c'est une biopsie, pièce opératoire, dans le type de prélèvement, fixateur utilisé, format à 10%, ça, faisons un effort pour utiliser le formol, rien que du formol. Est-ce qu'il y a des recherches particulières que vous voulez qu'on vous recherche Helicobacter pylori? Bien sûr, sur certains prélèvements, il y a des recherches spécifiques que nous allons réaliser. Mais si le clinicien demande, on sait qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Donc, les informations importantes, identité du patient, on l'a déjà vu sur le bulletin. Parce que parfois, si vous ne précisez pas l'âge, ça peut être compliqué. Exemple, difficulté d'interprétation d'une lésion mélanique sans précision de l'âge. Alors, ça peut être très difficile de faire la différence entre un névus de Spice du nouveau-né et un mélanome au début chez l'adulte. Parce que ce sont des lésions qui vont se ressembler. Mais c'est l'âge qui va nous permettre de nous concentrer sur telle lésion ou plutôt sur telle autre lésion. La précision du sexe également, c'est important. Ou c'est du gynécomastie, c'est non, ou un adénofibrome chez la femme en cas de biopsie d'une lésion fibro-épithéliale mammaire. Les données cliniques, la lésion élémentaire, le mot de début, est-ce que c'est brutal ou progressif, localisé, diffus, d'évolution, mode d'extension, centrifuge, curviligne, en plaque, l'état général du patient, est-ce que des traitements locaux ont été appliqués sur la lésion cutanée? Un exemple, disparition de la spongiose dans un eczéma après traitement par des mucocorticoïdes. Importante nécrose tumorale après chimiothérapie. Ce sont des éléments que vous pouvez nous fournir. Ça nous permet de vous donner le meilleur de nous-mêmes. La lésion clinique, quelle est sa durée d'évolution? Les données paracliniques, la radiographie en pathologie tumorale osseuse indispensable. Nous ne pouvons pas faire une biopsie osseuse et envoyer comme ça, sans radio. Tous les jours, on est derrière nos collègues traumato qui vont envoyer une biopsie osseuse sans la radiographie. Mais la radio, c'est important pour pouvoir mieux interpréter la, une biopsie ou une pièce opératoire de lésions osseuses. La mammographie et l'écho en pathologie tumorale mammaire,
également est importante à fournir. La TDM ou l'IRM, avec notion de prise de contraste ou non en pathologie tumorale du système nerveux central. Voilà, nous ne pouvons pas deviner, mais il faut vraiment nous donner le meilleur de vous-même et nous aussi, nous allons vous donner le meilleur de nous-mêmes. Les données de la biologie, préciser le PSA en pathologie tumorale prostatique, c'est important. Les bêta-HCG en pathologie trophoblastique, grossesse arrêtée, début ovulaire avec élévation des bêta-HCG, ça nous donne des indications. Donc vraiment, merci beaucoup. Alors, des demandes spécifiques, vous pouvez les formuler. Ne pas hésiter à inscrire sur le bulletin toute demande spécifique, notamment envahissement des limites des RS, effet thérapeutique d'un traitement néoadjuvant, recherche d'une étiologie particulière, recherche de BK, recherche d'hélicobacter pylori, recherche d'une mycobactérie, d'une mycose, exemple. Il faut exprimez-vous, soyez libre de vous exprimer. L'immunohistochimie, de façon d'emblée, biopsie du sein, dans l'examen histologique avec immunohistochimie. Demandez si c'est ce que vous voulez et nous allons vous plier à vos demandes. Si vous voulez des photos macroscopiques de la pièce ou des images histologiques, demandez ce que vous voulez. Si nous ne pouvons pas, nous allons vous dire, ah, ça, nous ne pouvons pas vous faire. Mais si nous pouvons, nous allons vous satisfaire entièrement. Donc, les bulletins d'examen vers la technique qu'il faut réaliser, des biopsies trop minuscules également seront parfois difficiles. Donc, il faut réaliser des prélèvements de taille suffisante pour que le diagnostic soit facile. Sinon, après, on va vous dire prélèvement non contributif à reprendre. Je sais que les cliniciens n'aiment pas trop ça, mais parfois, on ne peut pas deviner ou inventer des diagnostics. Si ce n'est vraiment pas possible, on vous dira que c'est pas possible. Car à l'impossible, nul n'est tenu. Alors, s'il s'agit de prélèvements multiples, il faut les séparer dans différents flacons selon la topographie. Ça augmente les chances de biopsie, enfin, d'avoir un diagnostic topographique précis. Souvent, les cliniciens vont dire, ah, si on met ça dans plusieurs flacons, le prix, la facturation également va être modifié. Oui, ça va être modifié, mais vous aurez le meilleur compte rendu possible. Alors, des prélèvements morcelés en plusieurs fragments empêchent l'appréciation des limites d'exérèse. Donc, envoyer la pièce telle qu'elle. Éviter l'utilisation excessive du bistouri électrique qui va entraîner des artefacts d'électrocoagulation. Donc, la fragmentation des pièces, utilisation d'un mauvais bocal, tumorectomie chez une patiente pour nodule mammaire, nodule mammaire, et on réalise cette tumorectomie qui est fragmentée et forcée dans ce petit bocal. Déjà, on ne veut pas sortir ça. Donc, il faut casser d'abord le bocal pour pouvoir retirer les fragments. Donc, on va dire qu'on a reçu 4 fragments morcelés. On va prendre la taille de chacun de ces morceaux. Sauf que le diagnostic, à la fin, on dit que c'est un carcinome infiltrant du sein. On ne peut pas préciser les limites. Qu'est-ce que vous en faites? Du coup, c'est comme c'est une biopsie que vous avez faite. Ce n'est pas une tumorectomie, du coup. Donc, si vous avez fait une tumorectomie orientée, ça nous permettra de vous donner également les informations sur les limites. Ne jamais diviser un prélèvement pour envoyer dans plusieurs laboratoires. C'est la plus grosse erreur. Envoyez le prélèvement dans un seul laboratoire. Maintenant, si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez demander l'avis d'un deuxième laboratoire qui pourra lui transmettre toutes les lames sur lesquelles il a apporté son diagnostic au nouveau pathologiste ou au nouveau laboratoire. Donc, parce que les lésions ne sont jamais homogènes dans un prélèvement. Et donc, si vous coupez la pièce en 2 ou en 3 pour envoyer dans plusieurs laboratoires,
le plus souvent, vous aurez des diagnostics différents. Et finalement, vous ne savez même pas quoi traiter. Parce que vous avez plusieurs diagnostics, c'est difficile pour vous de traiter. Donc, envoyez dans un seul laboratoire. Envoyez le prélèvement en entier, voilà, au premier laboratoire de votre choix. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous prenez les blocs pour les lames ou une relecture par un autre pathologiste ou dans un autre laboratoire de votre choix. Ceci permet que les deux pathologistes examiner la même chose. Mais si vous coupez ce que vous envoyez de l'autre côté, il y a le cancer dessus. Ce que vous nous envoyez ici, il n'y a pas cancer dessus. Vous allez dire, oh, ici, là, il ne voit jamais cancer. Ou encore, si c'est chez nous, il va dire, oh, ici, là, il trouve seulement cancer aux gens. Alors que c'est parce que vous n'avez pas envoyé les mêmes prélèvements. C'est pas les mêmes prélèvements qui ont été examinés par les deux pathologistes. Donc, le prélèvement doit être envoyé en entier, bien orienté avec des fils. Ça nous permettra aussi dans le compte rendu de vous dire laquelle des limites est passée en zone saine ou tumorale si vous voulez reprendre votre intervention pour savoir vers où couper ou pas. Donc, le contenant doit être large, avec ouverture également large et étanche pour ne pas déformer la pièce. Donc, ici, on voit, voilà, bocal large qui ne va pas déformer la pièce avec fixation au formol. Voilà. Et la fermeture doit être étanche pour éviter que le formol ne verse ici. La fermeture n'étant pas étanche, le formol, même au cours du transport, tout est versé dans le sachet. Surtout que dans nos pays, parfois, il faut faire de longues distances pour arriver au laboratoire et c'est le parent du patient même qui va transporter le prélèvement. Donc, le conditionnement doit se faire au bloc par l'aide du chirurgien et bien conditionner la pièce avant de remettre aux parents pour le laboratoire. L'identité du médecin doit être également fournie au besoin. Lorsqu'on a besoin d'autres informations, on peut les appeler pour en savoir plus. Sinon, parfois, c'est compliqué. Vous voulez des informations, vous ne savez même pas vers qui vous retourner pour avoir des informations complémentaires. Le dialogue après le compte rendu également est important. Lorsque le pathologiste demande des examens complémentaires pour étayer le diagnostic, j'avais dit tantôt que le compte rendu va fournir un diagnostic certain. Il n'y a pas de problème. Mais parfois, c'est des hypothèses et on peut vous demander, ah, il faut faire de l'immunohistochimie, il faut faire des colorations spéciales. Et donc, ça sera écrit dans le premier compte rendu et vous envoyez. Et donc, le clinicien doit refaire un nouveau bulletin pour demander cet examen complémentaire-là, joindre une copie du compte rendu initial et orienter le patient vers le laboratoire où il peut réaliser ce nouvel examen. Et toujours, si on récupère le bloc dans un laboratoire pour aller l'examiner ailleurs, il faut toujours ramener le bloc dans le laboratoire primitif ou initial. Des cas de discordance existent où le clinicien n'est pas d'accord avec le compte rendu de la. C'est votre droit de ne pas être d'accord. Et quand ça arrive, c'est d'appeler le pathologiste pour lui dire, ah, chers collègues, ce que vous avez dit, ça ne cadre pas avec ce que nous voyons ici cliniquement. Ce qu'on fait dans ce cas, soit on reprend la lame, on relit, si on pense qu'on voit toujours une chose, on peut donner la lame à un collègue. Il va aussi lire, dire ce qu'il en pense. Si on est toujours unanime sur la même lésion, là, le clinicien est libre de demander à ce qu'on envoie la pièce dans un autre laboratoire. Il peut envoyer le patient récupérer les lames ou les blocs, envoyer dans un autre laboratoire pour examen. Mais comme je l'ai dit, il faut toujours ramener
le bloc. Encore, ce qu'on peut faire, c'est, si c'est des pièces opératoires, on va encore prélever sur la pièce. Parce que une fois que le compte rendu part, on garde encore la pièce pendant 2 à 3 mois avant de la détruire. Donc, on a encore l'opportunité de retourner sur la pièce et de réaliser de nouveaux prélèvements sur la pièce qui est encore au laboratoire. Vous avez le droit de discuter avec le pathologiste et non euh, polémiquer derrière. Voilà, nous sommes des collègues et n'ayez pas peur de nous appeler pour demander des explications sur un compte rendu que vous n'avez pas compris ou quelque chose qui ne vous semble pas bien. Alors, donc, en conclusion, l'anatomopathologie est un service indispensable à la prise en charge des patients et la préoccupation constante de toute pathologie, c'est la qualité et la sécurité des résultats qu'il transmet. Pour ce faire, nous, pathologistes, c'est d'actualiser nos connaissances par des formations continues et aussi la bonne exécution des actes et des procédures. Chaque acte a ses procédures qu'il faut respecter et avoir recours aux bases de données informatisées, l'intelligence artificielle qui sort aujourd'hui, mais qui a également ses limites, notamment en anatomopathologie, et aussi la démarche institutionnelle, dans la démarche qualité. Donc, tout laboratoire d'anatomopathologie doit s'engager aujourd'hui dans la démarche qualité pour justement avoir des résultats de qualité et sécurisés. Il est important que nous collaborions, collaboration étroite entre cliniciens et pathologistes, ceci pour le bien-être du patient. Et aussi, nous devons éclairer, chaque fois que cela est possible, le rôle du pathologiste, le rôle qui est parfois sous-estimé et mal appréhendé. Donc, cette tribune, également pour moi, est très importante pour dire ce que c'est que l'anatomopathologie, ce que nous faisons, ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Nos résultats ne peuvent pas sortir dans la journée comme en biologie, où on va mettre le sang dans le tout et puis ça va sortir les résultats. C'est pas comme ça. Il est important de promouvoir la prise en charge pluridisciplinaire, surtout en pathologie cancéreuse, où l'avis de chaque spécialiste est pris en compte pour le bien-être du patient. Le patient étant au centre de tout ce que nous faisons. Donc, mesdames et messieurs, voici ce que j'avais à partager avec vous ce matin et ce fut un plaisir. Je suis ouvert si vous avez des questions, c'est le moment. Je vous remercie. Je vous remercie, professeur, pour la richesse que vous apportez à cette rencontre et pour cette présentation qui est non seulement remarquable, mais également d'une grande clarté pédagogique. Nous entrons désormais dans le temps d'échange. Il se déroulera comme suit. Les prises de parole se feront selon l'ordre des levées de main. Mais avant de poser votre question ou de formuler votre remarque, merci de bien vouloir vous présenter brièvement afin que nous puissions mieux vous connaître. Pour finir, je vous inviterai à baisser votre main une fois votre prise de parole terminée. Mais avant, nous allons prendre l'intervention du professeur Bienvenu. Bonjour professeur, c'est un honneur de vous avoir parmi nous ce matin. Vous avez la parole, professeur. Professeur, bienvenue. Je ne sais pas Oui, si vous... ah oui, c'est Oui, comme un oui, c'est bon, micro c'est est bon, coupé. c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Bonjour, merci beaucoup, Grâce. Bonjour, bonjour, cher ami. Personnellement, j'étais à participer quand j'ai reçu l'annonce. Je vis le nom d'un frère, d'un ami, professeur Francis Kofi Amebo. Ça fait une vingtaine d'années qu'on s'est retrouvés dans les rues de Paris avec lui et vers la Défense ou vers la Garenne, ça reste un frère pour moi. Donc quand j'ai vu son topo, j'ai dit je dois participer
et vraiment les remercier et les féliciter pour ce qu'il fait pour la jeunesse africaine. Francis, mon Merci frère, beaucoup. je tenais à te dire ça, à dire on doit rester ensemble. Alors, pour la jeunesse, vous avez suivi les topos du professeur Kofi Ahmedbo tout à l'heure. Donc, tenez le point, les take-home messages, là où il a chuté la conclusion, il a fait. Moi, je suis à Kinshasa, donc je suis pathologiste, hein, formé avec lui au pays et puis complété en France. Je suis revenu depuis 2012. Aujourd'hui, je suis chef du département d'anatomie pathologique, ici au CHU à Kinshasa. Et depuis 4 ans, je suis en train de driver, en fait, je suis directeur du Centre national de lutte contre les cancers, le programme national de lutte contre les cancers, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, l'anatomie pathologique, notre belle spécialité, pour celles et ceux qui sont en formation ou qui sont en APAT jeunes, chers amis, l'avenir est devant nous. Ce que le professeur Kofi Amerbo vient de vous résumer là, c'est hyper important pour la suite. L'anapath, c'est la science de demain. L'anapath, c'est ça qui va compter. Vous le savez, c'est la, sans faire un autre cours, hein, c'est la transition épidémiologique. Hein. Les maladies infectieuses sont en train d'être maîtrisées. On bascule vers les non transmissibles. Et dans les non transmissibles, vous voyez la part du cancer, particulièrement les cancers, parce que l'expérience de vie augmente. Et puis, bien sûr, l'environnement est en train de changer avec tout ce qu'il y a comme perturbateurs endocriniens dans la nature, on voit apparaître, on voit augmenter partout au monde la fréquence des nouveaux cas de cancer. Donc, ceux qui sont avec nous en anapath, tenez bon, prenez en compte tout ce qui a été dit parce que l'anatomie pathologique, c'est la discipline de demain. J'ai la chance, partage, d'avoir des amis du Maroc jusqu'en Afrique du Sud. Hein, vraiment, ici en Afrique, vous savez, aujourd'hui, l'Afrique, nous sommes à 1,3 milliard, 1,4 milliard, un peu comme la population de la Chine. 2050, beaucoup d'entre vous seront encore là. Si Dieu nous protège, on sera encore là. Nous, la cinquantaine, peut-être on sera là à 2050, mais l'Afrique aura des milliards d'individus. Mais ces 2 milliards d'individus, vous savez, 60% de maladies seront non transmissibles, dont les cancers. Donc, c'est aujourd'hui que vous devez vous former, vous devez rester focus sur cette belle spécialité parce qu'il va y avoir de plus en plus de l'importance ou l'apport de la NAPAT dans tout ce qu'il y a comme diagnostic, particulièrement en lien avec les cancers. Juste un complément, Francis, un très, très bon exposé. Juste dire aux jeunes, les formoles, le professeur Francis a dit les formoles 10%, mais il faut le tamponner tampon phosphate ou NOH, même les NaCl, hein, celle de cuisine. Il faut tamponner les formoles, vérifier que le pH est autour de 7, parce que le formol tamponné permet de conserver non seulement les antigènes pour l'immunohistochimie, mais également le matériel génétique. Hein, l'ADN, vous savez, aujourd'hui, on est à l'ère des biomoles. Beaucoup de prélèvements vont finir leur course par des analyses de biomoles. Donc, il faut tamponner les formoles. Deux, ne pas utiliser les liquides de bois, les colorants jaunes, là, les liquides de bois à l'acide picrique qui détruit les antigènes de surface, vous savez, sont des protéines ou des oligopolysaccharides, et surtout l'ADN, les acides nucléiques qu'on aura besoin pour la partie moléculaire. Donc, je demande à Grâce, on ne sait jamais si il y a je sais pas, un remix, je suis dispo pour pouvoir donner de mon temps parce que je l'ai fait avec d'autres firmes, hein. J'ai Télénon ici et ailleurs. Je donne un peu de mon temps pour partager l'expérience comme ça. Voilà. Dernièrement, j'étais en Côte d'Ivoire avec Doucouré Francis. Et on a eu à beaucoup échanger. Et puis, voilà. Mais restons ensemble. L'ANAPAT a de l'avenir et restons ensemble à travers des forums comme celui-ci. Over to you, Grace. Bravo, Francis, et bon week-end à tous. Bye bye. Merci, merci beaucoup, cher ami et frère. C'est une amitié de très longue date, hein, de plus d'une vingtaine d'années, dans les rues de Paris, chez notre ami Gaulier. En tout cas, merci pour ton intervention également, les apports très constructifs pour améliorer la qualité de cette présentation. Merci beaucoup, mon frère. Ok, je vous remercie, professeur Francis, pour votre intervention et ce serait un plaisir pour nous de vous avoir un matin ou un après-midi afin de bénéficier d'une partie de vos connaissances.
Nous allons entamer vivement la phase questions-réponses maintenant. Je vous prie de bien vouloir lever vos mains, soit intervenir dans le chat. Merci. Professeur, je pense que, bon, pas je pense, votre présentation était tellement claire que nous n'avons pas pour le moment des questions. Ah oui, nous avons Monsieur François Cisco. Bonjour. Je peux juste, excusez-moi, c'est professeur Lompo, et juste une seconde, si je Euh, peux. Oui, cher maître. Je vais répondre. Voilà, j'ai bien suivi la présentation et je voulais juste vraiment encore féliciter le professeur Amegbor pour cette brillante prestation. Et c'est très important ce qu'il a fait pour permettre de comprendre notre spécialité, comprendre vraiment tout ce que nous apportons pour une prise en charge optimale des patients. Et surtout, il a insisté sur la communication. La communication, c'est très important. N'hésitez pas, nous sommes les pathologistes ouverts aux échanges pour, dans l'intérêt des patients à nous confier. Encore félicitations, professeur Amegbor, et voilà, merci. Merci beaucoup, cher maître. Et je rappelle que le professeur Lompo est mon maître, elle est au Burkina Faso. Merci beaucoup, cher maître. ok, merci, cher maître, pour votre intervention. Monsieur François Cisco, vous pouvez prendre la parole. Bonjour. Merci beaucoup, madame. Moi, c'est docteur Kotoso, j'appelle de Lomé, et j'étais très bien heureux de suivre cette présentation de notre maître le professeur. Bon, j'aurais pu lui poser la question, mais je vais bien la poser ici pour partager avec tout le monde. Moi, je suis clinicien, spécialiste de maladies infectieuses. Et pour nous, cliniciens, lorsque on arrive à demander un examen anatomopathologique, souvent notre hantise, c'est de tomber sur un diagnostic du cancer, en tout cas de mauvais pronostic. Donc, moi, ma question est de savoir, tout à l'heure, le premier intervenant, le professeur Bienvenu, a dit que c'est l'avenir en Afrique parce que les cancers vont augmenter. Je suis tout à fait d'accord. Mais dans la présentation, tout ce que je retiens en tant que dans le domaine, c'est que c'est compliqué. Il faut faire des biopsies sur le malade. Ensuite, les examens qui vont prendre certains délais. Et nous, notre préoccupation habituelle, c'est la promptitude des résultats. Ça a été ressorti. Alors, ma question, c'est de savoir, dans un futur proche ou bien dans un avenir, quelles sont les perspectives en termes d'amélioration de la promptitude des résultats en anatomopathologie et est-ce qu'il y a des possibilités de faire des diagnostics beaucoup plus précoces et d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement pour qu'on n'ait pas des résultats où il sera trop tard pour prendre en charge le patient. Merci. Ok, merci docteur pour votre préoccupation. Professeur, je voudrais vous proposer qu'on prenne un lot de questions d'abord. Oui, Est-ce on que... comprend un lot. D'accord, merci professeur. Monsieur Kofi Léonard, bonjour, vous pouvez prendre la parole. Bonjour, je suis le docteur Akapo Kofi Léonard, DES de neurochirurgie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci au professeur Amigbo pour la présentation. Bon, j'ai quelques questions d'éclaircissement. Je souhaiterais savoir, quelque part, il a dit que bon, de ne pas, en fait, que les cliniciens n'hésitent pas à demander l'immunohistochimie. Bon, alors moi j'aimerais savoir, est-ce que lui-même il a quelques conseils pour nous concernant l'histochimie? Est-ce que est-ce qu'il faut l'associer systématiquement quand nous faisons en fait, nos demandes sur les bulletins? Parce que bon, il y a une petite histoire qui m'a beaucoup marqué. Nous avons eu sur un patient en hospitalisation qui a d'abord pris le temps pour être diagnostiqué d'une compression médulaire. Donc, il était tétraplégique en hospitalisation. Il a fait pratiquement 3 semaines avant que la biopsie ne soit faite. Ensuite, on envoie la biopsie. Maintenant, le résultat a pris pratiquement un mois pour être venu. Et maintenant, bon, lorsque le résultat est venu, maintenant, l'anatomopathologiste dit que, bon, voilà, pour avoir une précision diagnostique, il lui faut encore l'immunohistochimie. Donc, ce patient-là, qui avait commencé déjà par développer des escarres, a dû signer une décharge parce que, bon, ils étaient désespérés, découragés, quoi.
Donc, c'est une histoire qui m'a vraiment marqué. Donc, j'aimerais profiter de l'occasion pour demander au professeur de nous éclaircir un peu par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des cas spécifiques ou bien il y a des indications spécifiques dans lesquelles on doit associer systématiquement à l'immunohistochimie? Donc, il peut nous en parler. Maintenant, ma deuxième question bon, ça rentre un peu dans le sens de la question du docteur Kotoso. En fait, dans l'avenir, est-ce qu'il y aura un moyen, par exemple, pour nous éclairer, nous les cliniciens, un peu plus sur ce que l'anatomopathologie voit? Parce qu'en fait, lorsque ils décrivent ce qu'ils ont vu, bon, pour nous, c'est un peu mieux, parce que c'est un peu mieux, quoi. Comparativement au radiologue, par exemple, qui nous fournit des clichés, ou bon, voilà, on regarde, on a un peu une idée de ce que lui aussi voit, quoi. Est-ce que dans l'avenir, il est prévu un truc comme ça? Peut-être nous fournir une clé, et puis ils vont décrire ce qu'ils ont vu avec des images à l'appui. Bon, merci beaucoup. C'était mes questions. Ok, merci docteur pour votre intervention. Bonjour docteur Asenoué, vous pouvez prendre la parole. Bonjour docteur, nous ne vous recevons pas très bien. Bon, en attendant la réponse, l'intervention du docteur Asenoué, nous avons deux questions dans le chat, professeur. Je me permets de vous les relayer. La première question, c'est du docteur Estelle qui demande le rapport entre la NAPAT et la médecine légale. Nous avons également l'intervention du docteur Issa qui demande l'impact de la transformation sexuelle secondaire dans les examens anatomopathologiques. Merci beaucoup à tous les intervenants pour les questions. Le docteur Kotoso, le docteur Kofi Léonard ont parlé du délai des résultats, du rendu des résultats. Donc, comme je l'ai dit, il y a des délais incompressibles. Il y a des délais incompressibles compte tenu, effectivement, des différentes étapes avant d'avoir les lames et pour lire. Par exemple, si vous prenez une pièce opératoire de mastectomie, il faut la laisser fixer au moins 24 heures, réaliser des tranches de section, les laisser fixer au moins 24 heures. Après, il faut faire la technique dans l'automate qui va aussi durer 12 ou 24 heures. Après, il faut couper au microtome, réaliser, confectionner les lames colorées. Ça va aussi prendre une journée. Et maintenant, passer à la lecture. Donc déjà, tout ce qui va s'effectuer avant la lecture, on a au moins déjà 3 à 4 jours qui sont déjà passés. Si on prend le seul échantillon qu'on veut techniquer ça. Donc maintenant que le pathologiste a les lames, il y a des cas dits faciles où il regarde, il a le compte rendu tout de suite, il vous sort le résultat. Il s'arrête là. Mais il y a des comptes rendus où il faut revoir des jours après ou partager, demander l'avis des collègues. Donc, vous demandez l'avis du collègue, il lit, peut-être vous êtes du même avis, là, le résultat peut partir, soit vos avis sont divergents. Mais chez nous, au labo, ça discute beaucoup, hein. C'est pour ça qu'on ne travaille pas en vase clos, ça discute beaucoup. Maintenant, quand vous deux, vous n'êtes pas d'accord, on demande l'avis d'un troisième pathologiste, jusqu'à ce qu'on ait le résultat. Parfois, certains lames, vous les laissez une semaine après, vous reprenez et le diagnostic apparaît tout simplement parce que dès que vous voyez la lame que vous parfait, ça c'est le secret de pathologiste, votre cerveau continue pas à travailler dessus inconsciemment. Et le résultat, le diagnostic peut vous apparaître au bout de quelques jours. Donc, il y a des délais incompressibles. Et surtout, s'il faut réunir un certain nombre d'échantillons ensemble avant de les lancer, donc minimum, on a 5 jours pour avoir les résultats. On peut forcer, il faut avoir les résultats en 3 jours. Mais mieux vaut avoir quelques jours de plus pour un résultat de bonne qualité que de se précipiter et donner un
faux résultats entre guillemets. Mais les délais, de plus en plus, sont limités, quoi. Et il faut voir le nombre de pathologistes. À l'époque, au pays, il y avait mon patron qui était le seul anapathe. Donc, ça va agir sur les délais. Maintenant, nous sommes près d'une dizaine. Donc, ça veut dire que les résultats vont sortir un peu plus rapidement. Donc, c'est ça. Et ça se voit sur le terrain également, que les résultats sont obtenus dans des délais plus raccourcis. Alors, les demandes d'examen immunohistochimie, est-ce que ça va être systématique ou pas? Pour certaines lésions, il faut faire la demande systématiquement. Mais pour d'autres, nous allons réaliser le premier examen histologie standard et vous recommandez de faire l'immuno, par exemple, une biopsie mammaire où on voit que c'est un cancer. Forcément, il faut faire les récepteurs hormonaux HER2, AIS67. C'est les quatre anticorps de base pour un cancer du sein pour pouvoir classer le type moléculaire du cancer du sein. Donc, si vous n'êtes pas sûr que c'est un cancer, vous pouvez demander dans un premier temps l'histologie. On dit c'est un cancer. Là, nous, on va formuler la recommandation de demander l'examen immunohistochimique. Dans les pays où tout est pris en charge, entre guillemets, dès que nous, on voit que c'est un cancer, on fait l'immunohisto dessus et le patient va payer après. Mais dans nos pays, le patient paye avant qu'on nous réalise l'acte. Donc, c'est au cas par cas. Et voir dans votre condition d'exercice, est-ce que vous pouvez, le laboratoire peut faire directement les examens immunohistochimiques sur les prélèvements. Il y a des hôpitaux où le patient rentre, tout est fait et c'est à la fin qu'il rembourse là. Si l'anatomopathologiste fait le diagnostic histologique et voit qu'il faut faire l'immuno, il le fait systématiquement. Au Togo, par exemple, il y a l'hôpital Dr Lafia, qui est un nouvel hôpital avec une technologie élevée. Ici, on fait, pour la neurochirurgie, par exemple, tous les prélèvements, on fait tout ce qui est anticorps nécessaire, dessus de façon systématique, sans demander à ce que le patient paye derrière. C'est après que le patient aura sa facture. Et ça permet de gagner en temps, en fait. Donc, tout dépend dans votre condition d'exercice. Avoir les images, oui, de façon systématique, on ne va pas prendre les photos pour tous les cas, déjà que ça va nous occuper de l'espace. Les photos, ça consomme beaucoup d'espace. Mais si vous voulez des photos, bien évidemment, on peut vous en prendre à titre de cas par cas. Mais on ne va pas prendre de façon systématique toutes les photos de toutes les lames que nous... Une pièce de mastectomie avec un curage, vous allez faire peut-être 25, 30 lames. Si vous faire photographier ou scanner, il y a les scanners même de lames. On peut scanner ces lames-là, l'espace que ça va stocker, qui va fournir la clé USB pour contenir ces images. C'est des coûts supplémentaires. Donc, si vous voulez des images, notamment pour la recherche, on peut vous les en fournir. Mais de façon, dans la routine, on ne produit pas d'images dans la pratique anatomopathologique universelle. On ne produit pas des images de façon systématique. Quelqu'un a demandé le rapport entre l'anatomopathologie et la médecine légale. La médecine légale, c'est une spécialité à part. L'anatomopathologie également est une spécialité à part. Sauf qu'à la base, au début, sont les anatomopathologistes qui faisaient le rôle de médecin légiste. C'est deux spécialités proches, mais ce n'est pas la même chose. Dans ma présentation, j'avais dit qu'il y a les autopsies. Il y a l'autopsie médico-légale qui est pratiquée par le médecin légiste sur réquisition d'une autorité judiciaire, et l'autopsie scientifique ou médicale qui est faite par l'anatomopathologiste.
Alors, le médecin légiste, lorsqu'il va faire son autopsie et prélever des organes, bien évidemment, il va l'envoyer à l'anatomopathologiste pour l'examiner. Il pourra également envoyer d'autres prélèvements au toxicologue selon ce qu'il est en train de rechercher. Donc, ce sont deux spécialités qui sont proches, qui travaillent ensemble. Donc, avant, même au Togo ici, car il n'y avait pas de médecin légiste, c'est les anapathes, c'est nous qui faisons tout ce qui est médecine légale. Mais dès qu'il y a un médecin légiste sur place, ben, il prend sa chose et nous, on est déchargé. S'il fait l'autopsie et nous envoie la pièce, on va l'examiner et lui sortir un compte rendu anatomopathologique qu'il va joindre aux autres données qu'il a pour sortir son rapport. Alors, je vais voir dans le chat s'il y a encore des questions. Alors, quel est le Oui, rôle du pathologiste dans les réunions de concertation pluridisciplinaire? Ah, c'est très important. Les RCP, notamment en cancérologie. Et quand on présente les cas, ça permet aux pathologistes de s'imprégner déjà du cas. Donc, une fois qu'il va recevoir les prélèvements, il sait de quoi il s'agissait, de quoi on est en train de parler. Et c'est également l'occasion parfois de mieux expliquer certains résultats anatomopathologiques aux autres collaborateurs, aux autres praticiens qui participent aux réunions. Le pathologiste ne va pas prescrire des médicaments, mais c'est à partir de ces observations que certaines prescriptions vont se faire. Alors, les pays ou de la sous-région qui disposent de DS d'anatomopathologie, il y en a dans presque tous les pays francophones, c'est ce que je maîtrise le plus. Nous avons fait Abidjan, école d'Abidjan, d'autres ont fait Burkina, Dakar. Voilà. À Lomé, nous n'avons pas encore le DS, mais Inch'Allah, ça ne saurait tarder à arriver. Voilà. Alors, petite contribution portant sur la question des images. Les cliniciens peuvent venir dans le laboratoire pour participer à la lecture des lames, juste pour toucher du doigt la pratique des pathologies. Et pourquoi pas, c'est important. C'est important, ils peuvent venir. Et chez nous, dans notre pratique, parfois on appelle les cliniciens, ils viennent, ils voient les images à l'écran. On peut projeter les images également à l'écran. Ils voient les choses à l'écran eux-mêmes. Donc c'est ça. Voilà, donc c'est important. Et c'est toujours un plaisir pour nous. Si on vous voit hein, avec nos laboratoires, on est toujours content. Alors, docteur, je ne vois euh, pas de questions. Il y a quelqu'un qui parlait de sexe. Je vais chercher ça dans la... oui, professeur. Nous avons docteur Issa qui demandait l'impact de la transformation sexuelle secondaire dans les examens anatomopathologiques, étant donné qu'il faut préciser le sexe du patient. OK, c'est-à-dire que quelqu'un qui est né garçon, et puis un beau matin, il décide de devenir femme. Oui, ça, son sexe d'origine, c'est ce qu'on veut. Femme, là, il n'a qu'à aller gérer ce qu'il veut avec. Lorsqu'on va lui faire une biopsie prostatique, s'il est femme ou pas, c'est là qu'on va savoir s'il est femme ou pas. Donc, c'est le sexe d'origine, le sexe originel. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut laisser les transformations. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ok, merci professeur pour vos éclaircissements. Nous avons demain levé. Nous allons prendre en première position docteur Asenoué. Bonjour docteur, vous pouvez prendre la parole. Bonjour, la modératrice, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, nous vous entendons très bien. Ok, merci. Je suis docteur Asenou, maître de conférence agrégée en anesthésie et réanimation à l'Université de Kara au Togo. Je tenais avant tout à remercier notre maître pour sa présentation qui nous inspire encore de plus. Mon intervention, c'est lui demander de nous guider un peu par rapport aux autopsies scientifiques. Je crois qu'elles sont peu pratiquées dans notre contexte. Il y a parfois, par exemple, des décès où vraiment vous avez l'impression que le patient passe entre les doigts et on a vraiment besoin de savoir plus.
Mais au même moment, on sait que dans notre contexte, le corps, la manipulation des corps est un peu délicate. Alors, nous voulons savoir par rapport à son expérience, sachant qu'il a fait qu'il a fait l'extérieur aussi. Alors, qu'est-ce qu'on pourra faire pour mieux exploiter les autopsies scientifiques afin de pouvoir mieux, voilà, mettre les signes sur les diagnostics, surtout quand on n'a pas pu avoir tout avant que le patient ne décède. Merci beaucoup. Ok, ok, merci beaucoup, docteur, pour votre intervention. Nous allons prendre Monsieur Alpha Traoré. Bonjour, monsieur, vous pouvez prendre la parole. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien. Ok, merci beaucoup, docteur. Je suis le docteur Alpha Traoré Mohamed. Je suis DES d'oncologie médicale à Abidjan. Permettez-moi tout d'abord de remercier notre maître, le professeur Amigbo, pour cette formation qu'il nous donne de plus pour éclairer notre lanterne. Et aussi, j'aimerais encore une fois remercier notre maître, le professeur Amigbo, pour l'enseignement qu'il nous a donné à l'école de Lomé et aussi pour avoir été notre juge de thèse en 2018. Et s'il vous plaît, cher maître, j'ai une question, voire une recommandation. C'est concernant le fait d'avoir peut-être des tumorothèques pour pouvoir permettre de faire des études ultérieures sur les sujets de race noire. Puisque généralement, dans les référentiels que nous utilisons en cancérologie, c'est beaucoup plus basé sur les données de la race caucasienne. Donc, est-ce que c'est possible qu'on puisse avoir des tumorothèques et ensuite faire des études pour avoir des référentiels propres au sujet de race noire? C'était ma question ou ma suggestion par rapport à la présentation de notre maître. Je vous remercie. Oh, d'accord, merci, docteur Traoré, pour votre intervention. Professeur, nous avons une intervention dans le chat qui demande votre avis sur Ok. le fait qu'on vous envoie chaque pièce en post-opératoire pour les analyses anatomopathologiques, appendices, trajets fistuleux, en pratique Oui, confiée en chirurgie digeste et proctologie. Merci, professeur. oui. Merci beaucoup. Je vais commencer par la dernière question. Si il faille envoyer toutes ces pièces-là pour examiner un appart, je dirais oui. Tout ce qui est enlevé sur un être vivant doit être, un être humain doit être envoyé pour examen anatomo-pathologique pour double raison. La première raison, c'est d'abord médico-légal. Ça vous protège, le clinicien. La deuxième raison, c'est pour se dire, OK, est-ce qu'il y a une étiologie? L'appendice qui s'est inflammé, vous allez dire appendicite. Mais il faut l'examiner pour voir si c'est vraiment une appendicite simple ou bien, parce qu'il y a des tumeurs aussi qu'on peut observer au niveau de l'appendice. Donc, le plus souvent, quand on enlève ces pièces, c'est pour s'assurer que ce n'est pas un cancer qui est en bas et qui a créé cette lésion-là. Ou même un trajet fistuleux, on peut rechercher des agents, des facteurs étiologiques. Un fistule, ça peut être provoqué par une tuberculose. Parce que si vous enlevez, OK, vous avez réparé le trajet fistuleux, vous réparez, vous donnez antibiotiques, tout ce que vous voulez. Mais ça ne va pas guérir parce qu'il y a le BK qui est derrière. Il y a le BK qui est derrière et qui va déranger un peu. Donc, il faut traiter. Ça vous permet déjà de voir quelle est l'étiologie, est-ce qu'il y a une étiologie éventuelle qui sous-tend la lésion. Donc, recherche étiologique, mais surtout éliminer éventuellement un cancer qui soit là. Alors, il y a une question qui demandait quelle est la relation entre la médecine légale et la NAPAS, ça c'est répondu, mais également la pratique des autopsies, si on peut vulgariser la réalisation des autopsies, euh, je vais
Il y a le docteur Adoubli, qui est médecin légiste, qui est dans la ligne. Il va certainement intervenir par rapport à cette question, mais je dirais également un mot. Par rapport au tumorotech, c'est bien, mais ça demande une logistique assez lourde. Et nos hôpitaux actuellement n'ont vraiment pas cette capacité dans les programmations et les prévisions pour les nouveaux laboratoires, ne serait-ce, du moins au Togo, ce que je sais, les nouveaux plans de laboratoires qui seront construits, notamment le laboratoire d'Anapat, il y aura cette partie du tumorotech qui sera prévue dedans. Donc, petit à petit, nous allons rattraper tous ces gaps-là qui existent dans la pratique, parce que tout ce qu'on fait, on se base sur ce que les Blancs font et on s'en inspire. Donc, avec le temps, nous aurons également notre tumorotech pour les exploiter. Je ne sais pas si Dr Akopli est dans la place. Bonjour, professeur. Bonjour. J'ai suivi juste une partie de votre présentation, mais elle est intéressante et sans avoir eu l'occasion de suivre tout, je sais tous les bons produits que vous avez pu diffuser au cours de cette séance de partage d'expérience. Je vous en félicite. Et je venais de prendre au vol une question relative à la vulgarisation des autopsies. Avant de répondre à cette question, je voudrais déjà faire un partage d'expérience ou bien un témoignage sur l'interdépendance de la discipline d'anatomie et de cytologie pathologique avec les autres spécialités médicales. Et je parle pour le mieux de la médecine légale. Nous avons beaucoup de choses en partage, parmi lesquelles on parle d'autopsie, l'anatomopathologie fait des autopsies également, tout comme le médecin légiste. Sauf que ce ne sont pas les mêmes abords, ce ne sont pas des autopsies pour les mêmes finalités. L'anapath fait ce qu'on appelle des autopsies scientifiques. Vous soignez un patient à l'hôpital et qui décède, vous n'avez pas trop bien compris ce qui s'est passé. Vous êtes surpris de la survenue de ce décès, vous ne vous y attendiez pas, ou vous n'êtes pas arrivé à asseoir un diagnostic de certitude pour des besoins de la science, pour le futur, pour mieux prendre en charge les prochains patients. On voudrait savoir. Prenons la pandémie de COVID-19 qu'on a connue tout dernièrement. Oui, on n'avait pas grande connaissance sur l'affection. Les tout premiers décès enregistrés, c'est grâce à ce qu'on va appeler les autopsies scientifiques qu'on a pu mieux comprendre la physiopathologie et ça a permis de redresser la prise en charge. Là, c'est ce que fait l'anatomopathologiste. Et la demande des autopsies scientifiques est faite par le médecin traitant ou le directeur d'hôpital sollicité par le médecin traitant. Et pour pouvoir la faire, il faut l'accord de la famille. La famille doit forcément donner son autorisation, sinon vous n'allez pas pouvoir faire ce qu'on va appeler l'autopsie scientifique. L'autopsie médico-légale, elle est liée à la justice. C'est une demande de justice. Il y a une mort suspecte, une mort pour laquelle on pense que la main d'une tierce personne serait à l'origine. Là, c'est le procureur ou le juge d'instruction, dans le cadre des investigations médicaux, judiciaires, qui va demander cette autopsie. Et lorsque cette demande est faite, elle est adressée cette fois-ci à un médecin légiste. La demande est adressée au médecin légiste pour qu'il exécute cette autopsie, mais la famille n'a pas de mot
à donner. La famille ne peut pas s'opposer dès lors que le procureur apprécie l'opportunité de faire ou bien de ne pas faire. Et il dit, je demande qu'on fasse l'autopsie, la famille ne peut pas s'opposer. Pourquoi la famille ne peut pas s'opposer? Elle pourrait avoir intérêt à ce que la lumière ne jaillisse pas. Peut-être il y a quelqu'un directement impliqué dans la survenue de ce décès qui voudrait être couvert. Raison pour laquelle on n'a pas besoin de l'accord de la famille, même si la famille s'oppose, dès lors que c'est une décision de justice, on y va. La vulgarisation, ça peut être vu sous deux aspects. Il y a des indications précises pour faire une autopsie. Parce que tout comme les examens complémentaires, il y a un cours derrière qu'il faut voir. Donc, on ne va pas demander autopsie pour des choses évidentes. C'est ce qu'on ne comprend pas vraiment ou lorsqu'on veut véritablement apporter des preuves sur le plan médico-légal qu'on va demander. Et ces recommandations sont listées dans ce qu'on appelle les recommandations R99 de l'Union européenne. Vous tapez dans Google, vous avez la liste de ces recommandations où on a évoqué une série de situations qui fassent suspecter l'intervention d'un tiers dans la survenue de décès. L'autre volet, en parlant de vulgarisation, là, c'est pour des besoins de la science. Dans nos milieux, on se contente souvent de prendre les données. D'ailleurs, nous n'avons pas forcément les mêmes pathologies que les Occidentaux. Il est important que la recherche scientifique soit encouragée dans nos milieux. Ce qui veut dire, si pour nos besoins de recherche sur le plan scientifique, on décide d'aller faire l'autopsie, mais habituellement, celui qui demande, c'est lui qui paye. Nous n'allons pas pour les besoins de la recherche scientifique faire payer les familles. Donc, il faut alors que les hôpitaux se dotent de moyens, se dotent de ressources pour pouvoir financer les autopsies qu'ils demandent à pratiquer sur le plan scientifique. L'anatomo-et-cytologie pathologique est très contributive que ce soit en termes de diagnostic, dans la pratique des différentes spécialités, mais lorsque je prends le volet médico-légal, ce n'est pas à chaque fois que je fais des autopsies que j'envoie des prélèvements en anapathe. J'envoie des prélèvements lorsque j'ai des doutes ou bien j'ai des doutes et j'attends de l'anapathe une confirmation. Donc, lorsque j'ai des doutes, ça veut dire que j'ai des hypothèses diagnostiques et j'attends une confirmation qui va être faite parce qu'ils ont la possibilité d'aller plus loin avec le microscope. Voilà, grosso modo, ce que je voudrais ajouter. Merci, professeur. Merci beaucoup, DG, pour vos apports très contributifs en matière d'autopsie. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc une question dans le chat qui dit attitude pratique dans le conditionnement des pièces de prélèvement par rapport aux molécules utilisées dans la fixation. Le conditionnement, c'est la même chose, hein. Utiliser un bocal d'abord de grande taille ou à ouverture facile et fixer le prélèvement avec du formol tamponné à 10%, volume suffisant et c'est largement suffisant. Ça nous permettra de faire les autres examens, notamment immunohistochimie derrière. En ORL, on a souvent recours à l'immunohistochimie pour les lymphomes ou encore rechercher l'origine primitive de certaines métastases ganglionnaires. Voilà. À vous. Ok. Je vous remercie, professeur, pour vos réponses. Nous avons deux mains levées dans l'assistance. Nous allons prendre monsieur ou madame Diémé. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez prendre la parole, monsieur ou madame Diémé. Bon, en attendant l'intervention de monsieur ou madame Diémé, nous avons monsieur Fabien
Bonjour, Monsieur Fabien, vous pouvez prendre la parole. Bonjour, désolé, hein, c'est une ancienne main parce que d'abord je profite de l'occasion pour saluer mon maître professeur Francis Amekbo et j'avais levé la main pour apporter des contributions sur le lien médecine légale et anatomie-pathologie parce que je suis pathologiste évidemment à Brazzaville et plus médecin légiste. Le docteur Aboubli est intervenu largement sur la question, donc je peux retirer ma main, merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup, cher ami. Monsieur ou Madame Diémé, vous êtes là? Bon, en entendant l'intervention de Monsieur, Madame Diémé, je vais rappeler très brièvement la procédure. Oui, Bonjour, madame. Oui, c'est Madame Diémé. Oui, j'avais un problème pour allumer mon micro. Ok, d'accord, madame. Marie-Joseph Diémé Awidi, maître de conférence agrégé au Sénégal. Et je voulais féliciter mon ami et frère, mon maître, le professeur Amekbo, pour cette belle présentation qui reste encore d'actualité. Vous avez parlé de généralité, vous avez parlé de la collaboration entre anatomopathologiste et clinicien, mais j'apprécie cette présentation parce qu'elle sert. Nous, pathologistes, nous sommes ensemble avec le professeur Amekbor et beaucoup d'autres qui sont sur cette toile, dans une forte association de l'Académie internationale de pathologie, donc dans la division Afrique francophone. Les problèmes de la pratique de cette discipline sont à peu près, dans une certaine mesure, nous les avons en commun d'un pays à l'autre, en Afrique subsaharienne comme en Afrique centrale, avec quelques spécificités par pays. Et la communication pour une meilleure pratique de cette discipline est plus que nécessaire. En témoigne la qualité et la pertinence des questions et ça montre que nous avons encore toujours besoin de communiquer. Étant donné que actuellement, l'anatomie pathologique qui est une spécialité très dynamique où ça pousse toujours un peu plus loin dans la recherche, dans les possibilités diagnostiques et dans le rendu des résultats, nous avons besoin toujours d'avoir une phase pré-analytique assez correcte pour que les autres techniques puissent exister pour nous. À savoir l'immunohistochimie, il faudrait que les prélèvements aient déjà été mis en très bonnes conditions. Il faudrait que le clinicien comprenne les délais de rendu de résultats, qu'un examen anatomopathologique n'est pas comme un examen sanguin de biologie. Il faudrait qu'on communique beaucoup pour qu'on puisse bien pratiquer. Merci, professeur Amekbo, pour cette belle présentation. Et je remercie aussi tous les participants et les questions aussi que je trouve, des discussions qui sont très intéressantes. Merci madame, pour la parole donnée. D'accord, merci madame Diémé pour mes chers maîtres, pour votre intervention. Je tiens à vous réitérer mes remerciements les plus sincères, professeur Francis, pour la richesse de votre intervention et la clarté de vos explications. Je rappelle très rapidement la procédure d'obtention de l'attestation. Pour obtenir votre attestation du webinaire de ce jour, il vous suffira de vous connecter à la plateforme RIMA Learning comme apprentissage en anglais. Ensuite, vous insérez la thématique du jour dans la barre de recherche. Vous bénéficierez de l'enregistrement de la formation et vous pourrez répondre à un questionnaire qui vous sera demandé, auquel vous réussirez si vous obtenez une note globale de plus de 60% de bonnes réponses. Vous serez ainsi en mesure de télécharger votre attestation suite au remplissage des conditions qui vous seront posées. Je profite également de l'occasion pour vous rappeler que nous restons disponibles pour toute préoccupation au numéro suivant. Le plus 229 01 96 50 81 30. Je me répète, le plus 229
01 96 50 81 30. Professeur, s'il vous plaît, selon vous, quel sera le point essentiel à retenir de votre présentation? Alors, merci déjà à vous, les organisateurs, qui avez donné l'opportunité de parler de notre spécialité, qui est une spécialité d'avenir, mais souvent mal perçue par même nos propres frères cliniciens. Comme un message tech back-home, je leur dis que l'anatomopathologie est différente de la biologie et ceci peut impacter sur nos délais de rendu des résultats. Envoyer des prélèvements de bonne qualité avec des informations fiables. Et nous aussi, nous ferons de notre mieux pour vous donner des résultats de meilleure qualité, des résultats sécurisés pour le bien-être de nos patients. En cas de discordance, contactez-nous et nous allons discuter. La discussion doit être maintenue pour toujours le bien du patient. C'est tout ce que je peux dire. La collaboration entre cliniciens et pathologistes. Je vous remercie et comme vous le savez, nous restons ouverts, que ce soit moi ou les autres confrères pathologistes, nous sommes ouverts à toujours parler de l'anatomopathologie, les différents thèmes. Nous sommes ouverts à mieux nous faire connaître. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment à vous, professeur. Recevez encore une fois toute notre gratitude pour votre précieuse contribution. Merci également à chacun et chacune d'entre vous, chers collègues, pour votre présence active et vos interventions. Je suis heureuse de vous annoncer notre prochain webinaire prévu pour le vendredi 15 août 2025 à 9h GMT sur un thème d'actualité majeure et d'une importance capitale. Les pratiques cliniques actualisées. Que doit savoir tout soignant sur l'avortement sécurisé? Prenons soin de nous et n'oublions jamais que nous sommes notre bien le plus précieux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.